Donc dans ce grand débat national et la contribution du numérique, il y a un élément de société fondamental qu'on a tendance à oublier, c'est grâce au numérique qu'on va avoir la mobilité pour tous. Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est la fameuse technologie sans chauffeur qui va apparaître sous beaucoup de formats ou, si on veut, beaucoup de formes facteurs. Alors, c'est apparu à la face du monde comme un changement de paradigme où on part du temps perdu dans nos voitures, dans nos embouteillages à rouspéter, à quality time, du temps de qualité tel que présenté par Mercedes au CES 2015, où on aura des salons roulants hyper luxueux, où on aura un quality time formidable. Mais c'est montrer un aspect des choses qui concerne une toute petite frange de la population, et c'est plus intéressant de se concentrer sur cet autre aspect, c'est de passer de mobilité personnelle à mobilité pour tous. Donc vous voyez la même technologie dans des nouveaux emballages, dans des nouveaux form facteurs, dans des nouveaux formats, que ça soit sous forme de petits wagons qui s'accrochent et qui se décrochent, et on va voir comment ça marche, ou que ce soit dans la mode de beurre, à la mode Google ou n'importe qui, où cette fois il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, et là ça vient donner, y compris dans les campagnes, la... Alors, est-ce que ce form factor, c'est sans chauffeur, va changer radicalement la donne, et est-ce que notamment il faut comprendre ça aussi sans infrastructure nouvelle? Alors vous voyez ce tramway inventé par des Chinois qui marche sur la voie publique, qui n'a pas d'infrastructure nouvelle, il se recharge à chaque arrêt dans ses batteries, et puis ensuite il repart et il roule au milieu du trafic. Et ça s'est rendu possible notamment par le fait que tout ça est piloté dans une architecture d'ensemble et on n'est plus à mettre un transport d'un côté et l'autre de l'autre en cloisonnant. Alors pour le format qui nous est plus proche, celui de notre voiture, ben, elle devient complètement partagée, modulable. On nous dit, tiens, si vous voulez descendre porte-maillot, passez dans la voiture de devant, qui va se découpler dans 3 minutes. Et c'est la ville, dans son système d'information globale, qui s'assure que tout ça marche bien et qui pilote des nouvelles formes de mobilité. Et voyez tous les scénarios qu'on peut envisager, et tout ça, bien sûr, sans accident. Alors, le gros changement de paradigme, c'est que depuis que la voiture est arrivée, qui est une merveille de technologie et tout le monde a rêvé d'en avoir et tout le monde en a pratiquement aujourd'hui, eh bien, on avait un paradigme très fort de séparation. D'un côté, le transport collectif qui doit être recommandé, qui a toutes les vertus, et de l'autre côté, le méchant transport individuel qui doit être combattu. Et demain, on arrive potentiellement dans des transports partagés où tout est partagé et on arrive, grâce à une architecture bien faite et un système bien fait, à une coexistence parfaite avec tous les modes de mobilité. Donc c'est le... Alors regardons quel est le point de départ, quels sont les usages aujourd'hui des Français en France en termes de mobilité. Donc pour ça, rien de mieux que le premier rapport de l'ARAFER, qui est l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui nous dit qu'en 2016, nous, Français en France, avons parcouru 950 milliards de kilomètres. Et quel est le pourcentage entre les trois modes, rail, air et route? Et voilà, en général, on sous-estime la route. Donc il y a 10% sur le fer et en légère baisse, 4% dans les airs et 86% sur la route. Alors la route est plébiscitée dans nos usages, malgré tous les problèmes créés par la route. Et pourquoi? Ben, écoutez, le coût est quand même relativement accessible. Donc c'est cher, mais c'est flexible. Donc tous les chiffres qu'on peut lire, ça commence pour du transport de masse, on ne parle pas de luxe. 4 900 € par an pour une Logan, 8 600 km par an, ou 8 600 € par an si vous faites 20 000 km aux indemnités kilométriques réglementaires pour une 3 chevaux. Et ça se compare à quoi? Vous voyez, le patron de l'ARAFER, il dit, voilà, le coût par utilisateur, c'est 6 à 8 000 € par an. Donc, vous voyez, on paye des deux côtés.
Alors bien sûr, sur le fer, on paye que 20% en moyenne et c'est nos cotisations, les subventions de l'État, mais c'est aussi notre argent qui paye les 80%. Donc voilà la situation de départ. Et donc demain, avec le robot taxi, ben, on améliore tous les points négatifs de la route. Donc au niveau du coût, on peut dire que quand on enlève le chauffeur, on économise 70 à 80% du coût. C'est ce que Uber promet à ses actionnaires. Lorsque on passe en voiture autonome, eh ben, elle est programmée pour faire du covoiturage, donc on peut espérer passer de 1,1 à 1,25 par voiture et demain à 2 et pourquoi pas 6. Et puis au niveau de tout ce qui est hygiène, sécurité, pollution, donc vous connaissez les 1,3 million de morts par an accidentés de la route. On connaît moins ce chiffre de 2 fois plus, soit 2,6 millions de morts lentes par les effets de la pollution. Donc la voiture autonome électrique, bon aujourd'hui il y a le problème des batteries, mais demain ça passe à l'hydrogène. Et puis surtout, ça va être un asset, un capital qu'on va utiliser à 90% du temps au lieu de 5% aujourd'hui pour nos voitures, pour faire nos 20 000 km par an. Et bien donc ça, en termes d'utilisation de ressources, c'est beaucoup plus performant. Et puis surtout, c'est la sécurité, on va sauver des tas de vies. Donc la promesse à terme, c'est d'éliminer pratiquement tous les accidents. Mais déjà aujourd'hui, les assureurs disent qu'avec le système de freinage d'urgence qui est maintenant en série chez certains fabricants comme Volkswagen, eh ben on a 50% d'accidents en moins. Donc voilà la promesse extraordinaire, c'est qu'on va arrêter de tuer des gens sur la route. Mais on va voir, ça ne passe pas. Alors pourquoi, malgré les premières observations sur la baisse des accidents et malgré cette promesse de 95% d'accidents en moins, ça ne passe pas parce que les gens ont peur. Robot killing people, ça fait peur. Donc l'accident de Uber en mars dernier a ressoulevé le problème. Donc il faut arriver à convaincre le grand public. Alors l'industrie a fait son mea culpa et a dit on a communiqué comme des technologues, comme des brels. Et en fait, il y a deux grands sujets distincts derrière toutes ces technologies. Il y a d'abord d'un côté la conduite assistée, donc c'est ADAS niveau 1, 2, 3, 4, où là il y a toujours un conducteur, mais on sauve des vies, on le rend beaucoup plus efficace et il constate déjà 50% de gains uniquement sur le freinage automatique. Et de l'autre côté, il y a réinventons la ville, on change nos vies, on refait un urbanisme complètement différent. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, suivant les villes, pas moins de 30% de la surface des villes est destinée au parking et à la circulation des voitures, donc ce qui est absurde. Alors, pour conclure, mobilité pour tous, deux recommandations pour y parvenir. La première, c'est construire d'abord pour les 20% exclus. Et là, on pense aux personnes physiques handicapées, mais ce n'est pas tout. Et vous voyez une petite démonstration d'un nouveau form factor pour cette technologie autonome, driverless. C'est la chaise pour handicapés dans les aéroports. Vous avez toujours vu ça, la sortie de l'avion. Il y a des tas de gens qui attendent avec des sièges. Et bien demain, ces sièges, ils se baladent tout seuls dans l'aéroport à 5 km/h. Ils vous font pas peur, éventuellement. Ils vous marchent sur les pieds, mais c'est tout le pire qui peut arriver. Et donc ça ajoute de la mobilité pour des tas de personnes handicapées. Mais les deuxièmes catégorie d'exclus de la mobilité, c'est les gens qui n'ont pas les moyens pour se payer une voiture, qui ont trouvé un boulot à 50 km de chez eux et il n'y a pas de transport en commun. Et bien demain, la petite mode de beurre en milieu rural va aider et va permettre cette mobilité pour tous. Eh bien, vous savez qu'on a pas mal de dettes, donc il faut faire frugal. Frugal, le premier principe, utilisons ce que nous avons en abondance. Donc vous l'avez compris, on a en abondance des voitures, des routes. Le problème, c'est qu'on a 1,1 passager par voiture, ce qui est complètement inacceptable, ce qui est idiot. Donc il faut arriver assez vite, et on peut faire à court terme, à favoriser localement tous les systèmes de covoiturage et par tous les moyens. Et je vous dis, aujourd'hui, on travaille avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. C'est impossible aujourd'hui pour la ville d'Issy-les-Moulineaux d'avoir une description précise de tous les flux
des personnes qui viennent travailler dans Issy-les-Moulineaux pour leur suggérer des systèmes plus efficaces de covoiturage avec des incitations au niveau financier, au niveau accès au parking, accès aux voies réservées, etc., etc. Voilà. Donc, pour conclure cette transition en disant, on l'a déjà faite, une transition similaire, ça c'est Paris 1912, pratiquement 1 million de chevaux. 10 ans après, l'adieu automobile, on est passé pratiquement à 100% de voitures. Voilà, merci, et juste ce petit remarque pour le think tank qui a étudié tout ça.